à la fois antiracistes, anti-impérialistes, qui nous rassemblent et qui peuvent offrir aussi une alternative politique au peuple blanc, malgré eux. Oui. Une question, oui. Je vais parler fort, vous m'entendez là? Je préfère que pour ceux du fond, sinon... Pour voir mes yeux. Il y a toujours un moment où la voix flanche. D'accord. Je comprends tout ce que vous dites. D'abord, je voulais vous féliciter parce que ça doit être très très dur de faire ce que vous faites. Je comprends que les antagonistes, les ennemis, ils vont prendre n'importe quoi pour vous rentrer dedans. Et par exemple, de prendre les mots blancs. Je suis non blanche, je suis latino-américaine, bolivienne, indienne. Mais là où j'ai une question très très forte, c'est quand vous dites les blancs. Comment fait-on pour les blancs qui veulent épouser la cause, qui sont conscients que oui, que beaucoup de mots, sinon pas tous, viennent des blancs européens et qui sont allés avec les bras armés qui représentent les États-Unis maintenant, puisque pour moi ce n'est qu'une excroissance européenne. Comment faire qu'un blanc qui n'est pour rien et qui voudrait justement ne pas être la victime des blancs eux-mêmes, comment faire pour ne pas le laisser à côté? Un autre mot, moi j'ai eu beaucoup de mal à accepter, par exemple en Bolivie, les Indiens, les blancs qui n'étaient pas indiens. Moi je disais, tu ne pourras jamais sentir ce que c'est d'être indien, jamais. Mais pourtant il y a des Indiens qui se sentent blancs et qui savent très bien se sentir blanc. Et donc on peut savoir qu'un blanc peut se sentir peut-être indien, noir, arabe. Comment faire pour que ne pas nous couper de ces bases blanches qui voudraient faire changer les choses? Parce que sans eux, ça va être très difficile. Parce que sinon, on a toujours, on croit qu'on attaque l'Europe en tant qu'Europe et non pas la colonisation en tant que colonisation. Vous comprenez ma question? Je n'ai pas besoin d'un traducteur. Pas du tout. Bien moi, je suis d'accord avec vous. En fait, contrairement à un certain romantisme indigène de non-blancs, on ne peut pas se passer des blancs. Moi, je crois absolument qu'on ne peut pas se passer des blancs, malheureusement pour nous. Et donc, il faut intégrer cette question à notre logiciel politique. Pourquoi ? Parce que on doit, ce que nous on appelle, construire une majorité décoloniale. Parce que si on veut renverser les choses, aujourd'hui on est dans une situation politique extrêmement préoccupante, inquiétante, où on est passé, disons, d'une hégémonie de gauche dans les années 80 à une hégémonie de droite. Bon, l'hégémonie de gauche, c'était pas terrible. Alors, l'hégémonie de droite, n'en parlons pas. Alors, donc, si nous, on veut construire l'alternative, on doit construire une majorité décoloniale. Et on ne peut pas le faire en tant que minoritaire, puisque tout simplement, on est minoritaire, même démographiquement. Donc, il faut effectivement construire une majorité décoloniale, c'est-à-dire qu'il faut inventer nos alliés blancs. Il faut aller les chercher, il faut créer du rapport de force, et c'est en cela que le politique entre en jeu, il faut créer du rapport de force avec les blancs, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait de plus en plus d'alliés. Donc détacher des pans entiers de blancs de la gauche. Parce qu'en fait, on va les chercher à gauche. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour penser qu'on les trouvera ni au PS, ni à droite, ni à l'extrême droite. Donc en fait, il faut chercher dans le corps restant. Et ce corps restant, pour qu'il soit avec nous, il faut qu'il ait intérêt à être avec nous. Donc il faut qu'à un moment donné, il considère qu'être avec nous, c'est plus intéressant que d'être blanc. Ça, c'est une grande équation politique. C'est un gros enjeu, c'est un gros défi. Et c'est pas gagné. Bon. Alors, nous, c'est ce qu'on pense. Bon. Maintenant, on ne peut pas compter sur eux spontanément, parce qu'on ne peut pas demander à un bourgeois d'abdiquer de tous ses privilèges, il ne le fera jamais. Bon. En revanche, on est dans une situation actuelle où la blanchité, elle est en déclin. C'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer qu'à partir d'un moment où un État social l'est de moins en moins et qu'il va abandonner les couches sociales blanches, on peut imaginer qu'une fraction puisse considérer qu'il fasse faire alliance avec nous, comme on peut aussi imaginer, d'ailleurs je l'imagine plus facilement, qu'une fraction fasse plutôt alliance avec l'extrême droite, aille soutenir des mouvements d'extrême droite. Bon, ça c'est une chose. Il n'en reste pas moins que je suis d'accord avec vous, il faut faire alliance, il faut un projet politique pour faire alliance avec eux. Bon.
Donc il faut nous organiser, donc créer du rapport de force. Ça, c'est ce que nous pensons. Entre nous déjà, entre indigènes, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des alliances transnationales avec d'autres indigènes à travers le monde. Bon, ça c'est un projet, 10, 20 ans, je ne sais pas, mais il faudra le faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire les Blancs? Alors pour ceux qui sont d'accord pour devenir des Blancs décoloniaux, eh bien, vous me disiez, la question c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire malgré eux? Alors, nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec ça. Nous, on pense que plus il y a de Blancs qui luttent avec nous, mieux c'est. Mieux c'est. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, ils ne peuvent pas être à notre place. Mais on ne leur demande pas d'être à notre place. On leur demande précisément d'être à leur place. Non, ce que je disais, pardon, c'est que moi, j'y croyais ça. Mais pour moi, la question, c'est comment faire pour que les Blancs ne pensent pas qu'on les attaque parce qu'ils sont Blancs, mais parce qu'ils sont le résultat de la colonisation. Et quand ils te disent, par exemple, on est là pour vous aider, et je déteste ça, je ne veux pas qu'on m'aide. Oui. Et de me dire qu'ils veulent m'aider, c'est déjà montrer qu'ils sont encore colonisés dans leur tête. Mais je ne veux pas qu'ils pensent que je ne les aime pas parce qu'ils sont Blancs. C'est la façon de penser. Comment faire pour que, quand je dis la colonisation, ils ne trouvent pas que c'est l'être qu'ils sont que j'attaque, mais le résultat d'une colonisation d'une pensée. Oui, mais ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est quand même faux. Parce que si vous attendez d'eux qu'ils attendent que ce n'est pas eux que vous attaquez, moi je dis que si, c'est eux que vous attaquez. Mais bien sûr que si, vous les attaquez eux. Alors vous les attaquez pas comme un raciste attaque un indigène, c'est-à-dire vous leur envoyez pas une nature. Je suis d'accord. Mais on les renvoie quand même à eux-mêmes, à leurs privilèges. Donc on les attaque puisqu'on veut les déchoir. Donc ils le savent. Vous comprenez? Donc ils savent bien qu'on va attaquer des privilèges auxquels ils tiennent. Donc bien sûr qu'on les attaque. Bien sûr que c'est un combat contre un système, et bien sûr qu'ils en sont le produit. Et bien sûr que si nous... Moi je dis que je suis blanche. Je suis blanchie parce que je vis en France. Donc vous comprenez bien que mon rapport au Sud, il n'est pas simple. Moi je tire des bénéfices ici en étant ici. Donc je suis blanchie. Donc je comprends bien pourquoi les Blancs sont blancs. Ils sont blancs à cause d'un système. Vous et moi, on le comprend. D'accord? Mais vous n'empêcherez pas le fait qu'ils se sentent attaqués. Ceux qui ne se sentiront pas attaqués, c'est ceux qui considèrent qu'en fait, ils ont un intérêt supérieur à être avec nous. Donc c'est pour ça que la seule question qui a un intérêt, c'est celle de l'intérêt supérieur. Est-ce qu'à un moment donné, avec l'offre fasciste, ils vont céder à l'offre fasciste pour rester blancs contre nous, ou bien ils vont faire barrage aux fascistes, et à ce moment-là, il va falloir qu'ils fassent alliance avec nous. Mais ça, c'est un choix d'intérêt. Et il n'y a rien d'autre à faire. C'est pour ça que, de l'autre côté, on doit mener une lutte politique. C'est-à-dire pour faire en sorte qu'il y ait de plus de blancs possible qui soient avec nous, pour éviter le pire. Maintenant que tous ceux que vous allez rencontrer ils vont se sentir agressés, moi je dis qu'ils ont raison de se sentir agressés, puisqu'on veut les déchoir de leur blanchité pour autre chose. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un projet positif. Ce qu'on veut, on veut tuer personne, on veut génocider personne, on voudrait créer des espaces politiques et des sociétés justes, où tout le monde se sente bien, où il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus d'indigènes, il n'y a rien du tout. On est des humains qui naissent et qui meurent. Voilà. Donc en fait notre projet, il est simple. Hein. Rien de spécial. Il est simple, je veux dire, quand on peut l'imaginer, rien de spécial. Non, on ne demande pas la Lune, on demande... Mais en fait, si, on demande la Lune. Voilà. Donc on ne demande pas la Lune, mais on demande la Lune. Voilà. Donc on est dans une situation où les choses ne seront pas simples. Et on aura tout le temps des Blancs. Alors ici, je vois qu'il y a beaucoup de Blancs. J'imagine que parmi les Blancs, j'imagine que ceux qui sont là, c'est les plus décoloniaux qu'il y a. Donc c'est pour ça qu'ils viennent nous écouter. Donc, mais on est une poignée, c'est rien du tout. On est une poignée. Donc moi, il y a plein de Blancs que je connais qui ont lu mon livre, qui m'ont félicité, qui étaient très contents, etc. C'est-à-dire que je ne désespère pas de la nature humaine. Et je ne pense pas qu'il y ait un fatalisme à être blanc. Mais je pense qu'il y a l'intérêt à être blanc. Voilà. Et nous-mêmes, nous, ici, de plus en plus d'indigènes, ils font le choix de vouloir fermer les frontières de l'Europe. Parce qu'eux, ils veulent être blancs. Donc c'est pas une tare de blanc, c'est une tare de tout le monde. Nous aussi, on va devenir comme ça parce qu'on va s'intégrer. Donc nous, on veut fermer les frontières parce qu'on veut profiter, on ne veut pas que les crevards du tiers-monde, ils viennent partager le gâteau. Ben voilà.
il y avait 2 personnes, 3 maintenant. Et d'abord, mademoiselle, voilà, ouais. Oui, mais on va faire la présentation. Bonjour, j'ai justement une question pour rebondir sur la question des alliances avec les Blancs et la question justement d'enterrer. Pardon, je sais que vous êtes très contre le discours sur l'articulation entre différentes luttes, la classe, la race et le genre, mais justement à propos de la question de l'intérêt majeur, est-ce que là, ça serait pas intéressant de faire intervenir la question économique et de montrer que l'intérêt d'être blanc, c'est aussi un intérêt économique? Et est-ce qu'en articulant là pour le coup la question de la race et de la classe, ça vous aiderait pas, ça nous aiderait pas tous à créer des alliances effectives? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai absolument rien contre cette articulation. J'ai absolument rien contre cette articulation. Mais j'ai l'impression que, d'après ce que j'ai lu, la position des dirigeants de la République, que la classe de la race est l'élection de la race est d'abord, et dans votre livre aussi, vous repoussez les questions économiques en disant non. Non. Clarifie ta position peut-être sur ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que quand on nous demande de clarifier la question économique, c'est qu'on nous demande, quand on écrit, de mettre des sous-titres à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lutte contre les crimes policiers, on lutte pour les intérêts d'un groupe social qui est pauvre. Je veux dire, c'est des prolétaires, hein, c'est des fils d'ouvriers, ceux qui sont tués par les flics. Les filles qui se font agresser dans la rue parce qu'elles sont voilées, la plupart c'est des filles d'ouvriers. Je veux dire, il me semble que dans la question raciale, il y a nécessairement la question sociale, la question de classe. C'est-à-dire qu'en fait, la race est précisément ce système qui maintient les plus pauvres en dessous des pauvres. Donc c'est à ça que sert la race également. Donc moi je ne crois pas que la question sociale ou la question du capitalisme elle soit absente de nos analyses. Simplement, on n'a pas une approche directement marxiste de ce qui se passe, on a une approche décoloniale. Le marxisme peut y avoir sa place, parce que je pense que le marxisme répond, enfin en tout cas analyse le capitalisme de manière tout à fait pertinente. Bon, je ne saurais pas en dire plus que ça, mais en tout cas, il y a pas on peut parfaitement l'articuler avec les analyses marxistes, mais il n'en reste pas moins que notre prisme principal est la question coloniale dans la question raciale. Donc voilà. Mais on n'est pas... je veux dire, il n'y a pas de souci avec cette articulation, quoi. Non, encore une fois, par exemple, pour prendre un exemple concret, du coup, directement politique de la question que vous posez, par exemple, le mouvement Nuit debout, par exemple, qui a eu lieu. Donc Nuit debout, il y a eu des appels de Nuit debout. Alors d'abord, Nuit debout a été essentiellement un mouvement blanc, hein, classe moyenne blanche, de déclassés, en tout cas qui pensent qu'ils vont être déclassés, en tout cas qui sont menacés de déclassement à cause de la loi El Khomri. Donc c'est des gens qui sont déjà dans la classe moyenne, mais qui ont peur d'être déclassés. Et donc ils se mobilisent à juste titre. Bien. Et là, ils font un appel pour que les quartiers viennent. Les quartiers n'ont pas bougé. Parce que les quartiers, ils bougent pour d'autres choses. Et donc, l'idée que nous, issus d'immigration postcoloniale, on va aller renforcer les luttes des classes moyennes blanches, je trouve que c'est un peu exagéré. On nous demande de faire des choses qui n'ont pas forcément directement dans notre intérêt. Donc, nous, il nous a semblé, c'est ce que nous avons dit. Effectivement, la loi El Khomri nous menace tous. Elle menace les classes moyennes, elle va participer et renforcer la précarisation des quartiers. Il n'en reste pas moins que juste avant la loi El Khomri, il y a eu l'état d'urgence et les perquisitions chez les familles musulmanes. Et la gauche, tout le mouvement social qui s'est mobilisé contre la loi El Khomri, 2 mois après, il en avait rien à foutre de ce qui se passait dans les quartiers en termes de perquisition, de répression terrible de l'État. Il n'a rien fait. Donc vous voyez bien que ce sont des groupes sociaux qui se mobilisent directement pour leurs intérêts propres. Donc moi je veux bien. Donc là du coup, ce qu'on nous demande, c'est d'aller renforcer les luttes des Blancs. Non, nous on dit précisément, c'est à vous de venir sur les luttes qui sont les nôtres, qu'on juge prioritaires. Et celles qu'on juge prioritaires,
eh bien, c'est les crimes policiers, c'est le racisme d'État, c'est l'islamophobie, c'est la Palestine, enfin peu importe, c'est la France-Afrique, peu importe, c'est les démantèlements de camps de Rome, c'est un tas de questions qui sont privilégiées par les post-coloniaux et qui sont ignorées par une grande partie de la gauche radicale. Donc le jour où ce sera l'inverse, à ce moment-là, on pourra parler de ce nous politique. À ce moment-là, oui, on peut parler d'un nous politique. Mais un nous qui nous soumet à l'agenda des Blancs, on ne peut pas l'accepter. Donc là, on ne fait que reporter, en tout cas renforcer les clivages de race. Juste pour préciser, la question économique, ce sera un agenda des Blancs ? Non, c'est pas que c'est un agenda des Blancs. Encore une fois, la relégation sociale dans les quartiers populaires, vivre dans des ghettos, c'est une question économique. Le chômage, c'est une question économique. Quand nous, on dit qu'on veut lutter contre les discriminations, dessous, c'est une question économique. Qu'est-ce que vous faites du blanc issu le fils du prolétaire qui se retrouve dans la même situation, qui n'est pas un blanc de classe moyenne, quoi. En résumé, qu'est-ce que vous répondez à un Serge Alimi qui veut se mettre dans la même case, un Bernard Arnault et son employé et son ouvrier, quoi? D'abord, c'est Serge Alimi qui dit que j'ai dit ça, c'est pas moi. Bien sûr. Voilà, c'est quand même une lecture très libre de ce que je dis. Ensuite, dans les colonies, la plupart des Blancs étaient très pauvres, mais c'était des Blancs. Eh bien, l'ouvrier blanc est un Blanc. Et ça, c'est un privilège. Un ouvrier blanc, on ne peut pas lui dire de rentrer chez lui. Ah ben non, on ne peut pas lui dire de rentrer chez lui. Il est légitimement en France chez lui, mais il est pauvre. Moi, quand je milite et que je suis là, on me dit, parfois je fais des réunions publiques et quand j'ai la chance d'avoir un comité d'accueil d'extrême droite, ce qu'il me dit c'est vous êtes déjà rentré chez toi. Et il y a sûrement des Blancs plus pauvres que moi. Voilà. Vous avez une question, je crois, là-bas? Oui. Moi, j'ai une question pour vous. Moi, je suis blanc, mais c'est un camouflage en fait, parce qu'il y a des choses derrière. Je ne veux pas m'en justifier, je ne vais pas faire ma généalogie, et évidemment, parce que je trouve que vos propos sont très frappants, littéralement frappants, je ne suis pas hyper motivé pour venir me lever parce que ça donne un peu l'impression d'être au tribunal. Mais ma question, c'est la suivante. Vous avez dit tout à l'heure, vouloir une société où il ne soit pas question de race, qu'il ne soit pas question de classe, qu'il soit question d'êtres humains, ensemble. Donc vous avez fait appel à une valeur qui serait une valeur au-delà des singularités raciales ou sociales, qui serait l'humanité. Mais faire appel à cette valeur-là, en ayant précédemment dans le discours associé la question de l'antiracisme à une séparation entre le noir et le blanc, par exemple, entre l'indigène et le colon, j'aimerais comprendre comment arriver à faire unité à partir d'un discours qui se veut créer des clivages sociaux, mais également des clivages qui sont basés, puisque le terme employé est un terme de couleur, basé sur l'apparence. Il y a juste un problème dans votre énoncé, c'est que vous dites un discours qui veut créer des clivages. Donc c'est pas un discours qui veut créer des clivages. Mon discours est un discours qui constate les clivages. Je ne veux pas créer des clivages. Et j'aurais une force puissante si j'avais la possibilité, le pouvoir de créer des clivages. Moi, je constate des clivages. Je suis un huissier. Voilà. Je suis un huissier. Je fais un constat. Et je veux combattre ces clivages. Ceux qui n'ont pas... Ah oui, c'est vrai. 1, 2, 3. Et après, comme tu as déjà parlé, en dernier, ça te dérange. Ah, un blanc courageux. Peut-être pas blanc d'ailleurs. Bonjour, shalom. Shalom. Merci beaucoup pour votre présence et votre courage et la provocation. Je vois, on entend bien. Quand vous dites blanc, et puis juif, et puis nous, selon quels critères, quelle catégorie, les juifs ne sont pas dans le nous? C'est un paramètre socio-économique. C'est pourquoi le juif n'est pas aussi dans le nous? Pourquoi on ne pourrait pas être ensemble dans le nous? Par exemple, si on vient en étant blanc, d'abord vous avez dit « Ah, un blanc entre nous » et après vous avez hésité parce qu'il y a un aspect, on ne sait pas trop bien où mettre. Un blanc un peu sémite, on ne sait pas où est-ce que j'en suis. Je suis né au Portugal,
Ici en France, on me demande si je suis plombier, ou si ma mère fait du ménage. Donc, et après, le côté sémite. Donc, en tant que blanc portugais, ici, je ne suis pas blanc. En tant que sémite, on est ensemble. Donc, selon quels critères le juif ne peut pas être dans le nous? C'est strictement économique. Merci. Ah bah, il me semble que j'y réponds dans le livre, mais je peux le répéter. Le juif ne peut pas être dans le nous. Le nous de maintenant, le nous des indigènes. Il ne peut pas être le... Non, vous voulez être indigène. Non, mais est-ce que vous voulez être indigène? Parce que je peux vous dire que c'est pas une situation très confortable. Vous tenez à être indigène. Parce qu'il y a une chose que je trouve extraordinaire, c'est tous les gens qui nous disent moi aussi je suis blanc prolo, moi aussi, bon là en l'occurrence je suis juif et pourquoi je suis pas où. Donc en fait, je constate que quand on se dit indigène, tout le monde veut être indigène parce qu'on a l'impression que c'est presque un privilège. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que je dis ici, nous sommes des victimes. Donc on est des victimes d'un système raciste. Et on veut s'en sortir, et quand on verra, les gens ils veulent dire, bah nous aussi on est des indigènes. Moi je comprends pas. Nous on est en train de vous dire, vous êtes au-dessus de nous, vous devez être content d'être au-dessus de nous. Non, nous aussi on est comme vous. Bah non, on n'est pas. Il y a les juifs aujourd'hui, pas les juifs de demain, je ne sais pas comment l'impérialisme va évoluer, donc je ne sais pas ce que seront les juifs de demain. Les juifs d'aujourd'hui ne sont pas les juifs d'hier, parce qu'ils ont été victimes des... Ah non, moi je ne peux pas me mettre dans la peau du juif. Non, mais je juste... mais c'est pas... Non, mais là vous faites comme si, c'est comme monsieur tout à l'heure. Non, mais c'est comme monsieur tout à l'heure, vous me donnez des pouvoirs que je n'ai pas. Je ne peux pas décider... Non, moi je constate, je ne peux pas décider, je ne suis pas l'État et je ne suis pas l'impérialisme. C'est l'État, les États-nations et l'impérialisme qui ont mis les Juifs là où ils sont. De la même manière qu'ils ont mis les Blancs là où ils sont. Objectivement, subjectivement, les Juifs, par exemple, qui sont objectivement les chouchous de la République aujourd'hui en France, peuvent subjectivement être parfaitement décoloniaux et antiracistes. C'est-à-dire qu'ils peuvent parfaitement être dans le nous politique que moi je propose, subjectivement. Objectivement, l'État en a décidé autrement. Mais rien ne vous empêche, vous, de saisir votre liberté. Rien n'en revient. Moi, par exemple, je peux décider d'être une indigène aristocrate et de bénéficier de mon statut d'indigène aristocrate par rapport aux gens du tiers-monde. Je peux rester dans ce confort-là. Or, je dis politiquement, je ne veux pas rester dans ce confort-là parce que je ne veux plus être une criminelle. Je ne veux pas être une criminelle. Je ne veux pas, donc j'agis politiquement. Donc vous, si vous êtes sémite et que vous êtes assigné par l'État et par l'impérialisme, soit au sionisme, soit à être chouchou de la République, vous avez le droit, à titre individuel, de lutter contre ça. Mais quel est le paramètre? L'État. Mais selon quel paramètre l'État met dans cette catégorie? Bah, l'État, il a décidé Mais l'État fait le choix d'un groupe privilégié sur lequel il assoit son pouvoir. Celui des Blancs, des chrétiens. Athée, pas athée, ça n'a aucune importance. Ce corps social-là, au détriment de tous les autres. Donc, le corps légitime de la nation, c'est ceux qui sont blancs et chrétiens. Ça, c'est nous qui le disons, c'est notre analyse. Mais vous pouvez dire que c'est pas vrai. Vous avez le droit de dire que c'est pas vrai. Nous, on dit que c'est ça. Et on pense que les juifs sont exclus. Mais selon quels critères? Bah, selon quels critères? Selon le fait qu'ils soient juifs. Mais selon quels critères? Selon quels critères? Mais je sais pas, moi. En tant que juive, non pas de la République, mais de la Belgique, ce qui est déjà moins honteux, je voulais quand même dire quelque chose de très simple, parce que je ne sais pas ce que tu veux dire. Hein. C'est clair que dès lors qu'une communauté, on permet à ce qu'on ne soit pas raciste avec nous, mais raciste avec tout le monde, je n'ai pas vu de carte blanche massive, ni en Belgique, ni en France, de la communauté juive qui condamne ça. C'est tout. Donc ça, tu le sais, tu ne peux pas dire sous quel critère. Le critère qu'on est deux dans la salle. Voilà. Non, mais, et soyons très clairs. La communauté juive aujourd'hui n'est pas digne. La communauté juive aujourd'hui n'est pas digne.
il n'y a même plus de communauté juive. Et en admettant même qu'il y ait une diaspora qui ne se sent pas représentée par des mouvements sionistes, elle n'est pas assez audible, ou elle ne s'exprime pas suffisamment. Donc il n'y a pas à dire les juifs sont gentils, méchants. Il y a juste à dire il s'est passé ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Et voilà, je pense que le critère, c'est ça. C'est d'un côté, je trouve ça très gentil, Kouria ne le rappelle pas. Quel est le critère pour une communauté juive? Pardon? Quel est le critère pour une communauté juive? Le critère pour une communauté, ça s'appelle des cartes blanches, ça s'appelle des textes, ça s'appelle dire on ne veut pas de noyer en Méditerranée, on ne veut pas vendre les Syriens. Je sais pas, il y aurait des choses à dire, il y aura revenir à l'islam, il y aura avoir un peu de mémoire, 50 ans, c'est pas énorme. On n'entend rien de la... Alors, juste moi, je dirais pas, Marianne, comme toi, que la communauté juive n'est pas digne. Je dirais, elle est prise en otage. Non. Oui, non, mais moi je pourrais le dire, non, mais j'aurais pas honte de le dire. C'est pas, je préfère, disons, utiliser des termes plus objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je pense, c'est que la communauté juive est clairement prise en otage par les États-nations. Je pense que à l'intérieur de la communauté juive, il y a une évolution depuis les années, depuis la fin de la guerre, une évolution de l'opinion majoritaire juive de la gauche vers la droite. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement documenté. Il n'en reste pas moins qu'à l'intérieur de la communauté juive, il y a des voix qui veulent se faire entendre et qui le font. Simplement, à partir du moment où ces juifs-là ne choisissent pas d'être du côté du pouvoir, eh ben, comme nous tous, ils sont inaudibles. Ça, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas, que la communauté n'est pas... on ne peut pas dire que la communauté juive n'est pas digne. Ceux qui ont choisi le sionisme ou de l'islamophobie ne sont pas dignes, comme tout le monde. Mais ceux qui ont choisi la lutte contre l'islamophobie, et qui refusent l'instrumentalisation de la communauté juive à des fins racistes ou à des fins sionistes, ils sont parfaitement dignes. Et eux, pour moi, ils font partie du nous décolonial. Donc j'espère avoir répondu à votre question, mais encore une fois, il s'agit de choix politiques. Il y a pas de... On est tous enfermés dans des systèmes, et on a, je crois, la possibilité de nous en sortir par le politique. Voilà, c'est tout. On n'est pas obligé d'accepter les idéologies d'État ou les pratiques de l'État. Marc, tu voulais... La personne... ok. Si... Est-ce que vous avez un répertoire par rapport aux réactions identitaires, émotionnelles, quand vous posez votre discours ou votre proposition? Est-ce que vous pourrez nous expliquer quelles sont les plus récurrentes réactions émotionnelles et identitaires des gens qui sont questionnés pour votre... Et ben là, je pense que si on devait se pencher sur les réactions depuis le mois de mars, qui est sorti au mois de mars, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on peut écrire un livre sur les réactions. Parce qu'elles sont fascinantes. Les réactions par rapport à mon livre sont absolument fascinantes. Je pense que ça serait bien que quelqu'un fasse ce travail-là, honnêtement. Parce qu'on est dans un domaine qui est la folie. L'irrationnel. Tous ces gens qui se permettent de faire l'exégèse de mon livre sans l'avoir lu déjà, ça c'est normal, ça fait partie des réactions. On dit tout et n'importe quoi sans avoir lu, mais on se permet de le faire. L'autre chose, c'est que les gens le lisent. Et je dis par exemple, je caricature, j'aime les juifs, ils entendent, je déteste les juifs. Ben ça c'est une réaction sur mon bouquin. C'est une réaction, mais vraiment. C'est le délire total. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel total. C'est-à-dire que, bien entendu, je ne crois pas à l'irrationnel. Moi, je crois qu'il y a c'est ce que nous on appelle la résistance blanche. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nous entendre. Et là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je réponds un peu encore à votre question. Il y a un intérêt derrière. Ne pas vouloir comprendre ce que je dis là, c'est la résistance blanche. Ça se réduit à ça. Il y a un intérêt objectif à ne pas vouloir comprendre. Alors quand quelqu'un comme Serge Halimi, directeur du Monde Diplo, se permet deux choses. De dire que je suis une provocatrice. Lui qui a fait la préface de Guy Hockenheim. Lettre à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Quand on a fait la préface de ce bouquin, on ne peut pas s'offusquer de la provocation. Ah ben, il trouve que je suis une provocatrice. Bon. Donc lui, en l'occurrence, il n'a pas compris l'utilité de la provocation en ce qui concerne moi. Et que par ailleurs, il fait partie de cette mouvance autour d'Acrimet, de la critique des médias. Il a aussi préfacé le livre Les Nouveaux Chiens de Garde. Donc
sur comment le système médiatique corrompt en fait la réalité, enfin je veux dire les propos des autres, de l'adversaire, etc. Bah lui, il a fait exactement du Finkielkraut. Avec mon livre, il a fait Finkielkraut. Donc lui, il a perdu la boule. Fais gaffe, t'es filmé. Ah non, mais Serge Halimi, t'as perdu la boule. Il a perdu la boule. Il est devenu fou le mec. Il est devenu fou. Bon, ce livre a rendu fou Serge Halimi, un mec sain. Alors, je sais pas si il faut pas en être fier quelque part. Ça, je vous laisse décider. Marc, et après... Et après, on arrêtera. On discute beaucoup de ce qui nous sépare. Je vais prendre la parole sur un point qui ne me concerne pas directement. Il me semble qu'il y a un point de rassemblement très fort dans ton livre, qui est en fait ton féminisme. Or, là, et ce féminisme-là, pour dire, je sais pas, 80 pages 83, 84, tu le justifies d'une certaine façon bien particulière, en parlant aussi de la loyauté à la communauté. Donc tu construis une hiérarchie dans qu'est-ce que c'est être une féministe, mais pour être une féministe en lien à ta communauté et à ce nous, il y a une attitude particulière qui va permettre de construire un féminisme dans ce milieu. Je crois que pour nous, c'est vraiment important d'entendre cette dimension-là, parce que là, on a un point de rassemblement qui est au-delà de blanchité, etc. Parce que là, je crois que c'est un point que tout le monde peut comprendre, parce qu'en plus, tu crées quelque chose qui est un féminisme d'un nouveau type. Tu peux donner des pistes et puis dire qu'après tu aussi... C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir aller à l'atelier du féminisme. Ah, qui vont pas pouvoir... Ok. Bon, bah, oui, c'est bien que tu parles. Bon, vas-y. Je vais déjà commencer par vous dire que vous avez fait une erreur de lecture. Parce que je ne me dis pas féministe. Pour autant, je m'arroge le droit, je m'autorise à proposer effectivement des voies pour un féminisme décolonial. Alors vous allez penser que c'est paradoxal. Je pense que ça ne l'est pas, et puis si ça ne l'est, c'est pas grave. Parce que je pense que être décolonial, le simple fait d'être décolonial, en fait, peut nous... on n'est pas obligé, si vous voulez, le fait d'être décolonial inclut de vouloir résoudre la question du genre. En situation dans le monde des indigènes. Et je pense que la question décoloniale doit le résoudre. On n'a pas besoin des féministes. Décolonial, ça doit aussi pouvoir dire ça. Ça doit aussi pouvoir restituer la question, les questions sexuelles, les questions de genre, les questions... Voilà, enfin, vous voyez. Mais oui, j'aborde la question des femmes, évidemment, qui me tient à cœur, parce que je suis une femme et que je sais avoir été instrumentalisée. Je sais que ma cause a été instrumentalisée, et je sais qu'à travers moi, on a opprimé mes parents. En tout cas, on les a mis dans une case de barbares, en fait. Hein. On a souillé mon rapport à mes parents à travers la question des femmes et du genre. Il n'en reste pas moins qu'il y a une question qui reste, qui est la violence communautaire des hommes sur les femmes. Donc il y a les deux. Donc on est ce que j'essaie de résoudre en fait, et que je n'arrive pas, parce qu'en fait, là aussi c'est une invention, il n'y a pas de solution clé en main, c'est qu'effectivement en tant que femme, on est vraiment réellement au croisement des oppressions, et qu'on est féministe, on joue le jeu de l'État raciste, on ne l'est pas, on se laisse taper dessus. Bon. Donc il faut trouver des voies, et les voies, c'est pas facile. Et donc il faut déterminer les conditions de la lutte. Et ça c'est un projet, c'est en cours, enfin, je veux dire, c'est un travail qu'on peut mener que dans la lutte réelle, concrète. Et dernière question. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, je vais rester assise parce que je suis hyper stressé de venir jusque devant là. Donc voilà. En fait, je ne sais pas par où commencer, mais te dire déjà merci, vraiment. Parce que quand j'ai lu ce livre, en tant que juive, justement, je me suis sentie
plus seul sur certaines questions. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose on vit en tant que personne. Moi, quand j'étais gamine, on m'a traité de sale juive, etc. Et je les ai eues, ces histoires-là. Et en plus, en Alsace, dans des villages dans lesquels il y a des skinheads, etc. Donc c'était pas tous les jours la fête, quoi. Mais par rapport à ça, en fait, ce que je voulais dire, c'est cette proposition que tu as fait en fait dans ce livre m'a donné un appel d'air. Parce que dans la gauche française actuelle, les reconnaissances des juifs, pour moi, même sont considérés relativement comme blancs et sont plus ou moins acculés à la question de la laïcité. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements comme l'UJFP qui produisent en fait des textes intéressants, etc., mais qui pour moi restent dans le logiciel politique de la gauche blanche et dans lesquels il n'y a pas la question culturelle, etc. Et donc du coup, c'est ce que tu dis par rapport au fait de sortir du ghetto ensemble, tu vois. J'ai beaucoup été touché et moi j'ai dit ok, tu vois, j'ai dit carrément ok parce que c'est quelque chose, c'est le plus beau cadeau en fait qu'on a pu avoir et par rapport à ce qui a été dit avant, je ne pense pas qu'on peut non plus faire partie du nous parce que on fait partie en fait on fait partie en un sens de la machine coloniale en tant qu'instrumentalisée, c'est-à-dire que ce qui se passe actuellement par rapport à l'État d'Israël en France, pour moi, est une sorte de prolongation du traité de Crémieux en France. Et en fait, moi j'aimerais un jour, comme Alice Kitoussi, faire partie, qui était donc une musicienne juive algérienne, qui est restée en Algérie après la guerre d'Algérie, c'est faire partie de ce nous, quoi. En fait, du coup, maintenant je vais te poser une question, c'est quelles sont les perspectives par rapport à ces questions-là? C'est-à-dire, quel est le dialogue possible avec les personnes juives antisionistes en France? Est-ce que des alliances stratégiques peuvent être vraiment possibles pour justement travailler ce nous par rapport à ces questions-là? Et notamment, je pose cette question-là parce que j'ai été scandalisé personnellement par la réaction que Yvan Segré a eue par rapport à ton livre. Et du coup aussi voir comment tu te positionnes par rapport à ça. Alors, moi j'aurais tendance à dire que pour le nous avec les juifs, en France, j'aurais tendance à suggérer que les juifs doivent sortir de la gauche. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi je pense qu'il faut qu'ils se déterminent en dehors de la gauche blanche. Je pense que c'est le premier grand acte politique qu'ils doivent faire. C'est ça qu'ils doivent faire. Faire comme nous en fait. Rompre. Je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. Et ensuite, les choses sérieuses vont commencer. Moi je pense que c'est ça qu'ils doivent. Et ça, cet acte-là politique, je ne sais pas quand est-ce qu'il va avoir lieu, mais quand il aura lieu, bien. Et voilà. Et ensuite, c'est-à-dire se positionner, c'est-à-dire faire comprendre que, et donc du coup ça rejoint la question du philosémitisme, que la gauche française elle est philosémite. Et que ça c'est plus admissible. Et que c'est une autre forme de l'antisémitisme. Oui, elle est philosémite quand ça l'arrange. C'est-à-dire que quand il y a eu l'attaque de ce professeur juif à Marseille, il n'y a eu que Ensemble qui a fait un communiqué. Ni MPA, ni tous les autres, quoi. J'ai envie de dire, bon, le ouvrière, on s'imagine qu'ils ne vont pas le faire, quoi, mais je veux dire, ni PC, etc., il n'y a eu que Ensemble. Moi, ce que je crois, c'est qu'elle est philosémite essentiellement parce qu'elle veut préserver l'État-nation blanc. Quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit ce qu'ils racontent. Ils veulent préserver l'État-nation blanc. En réalité, au fond de l'affaire, c'est ça. Et donc, ils préfèrent le philosémitisme, qui est en fait un compromis. Le philosémitisme, c'est un compromis entre l'antiracisme et l'antisémitisme. C'est juste un compromis, c'est comme le paternalisme des racisme par rapport à nous. On ne veut pas de l'extrême droite, mais on ne veut pas non plus remettre en cause profondément la nature de l'État, de l'État-nation. Et donc, ce qui fait que les Juifs, ils sont toujours à l'extérieur. Mais en même temps, ils sont utiles en Israël. Et contre nous. Voilà. Et ensuite, nous, on devient antisémites. Puis ensuite, ça devient une guéguerre entre nous. Et puis après, ils sont là, non, on veut lutter contre l'antisémitisme. Voilà. Et ça, il faut s'en sortir le plus vite possible. Hein. Pour le bien de tous, je veux dire.
Parce que je pense que dans les années qui viennent, ça deviendra dur pour les juifs, de toute façon. Voilà. Très bien, on va arrêter là. Merci beaucoup, Ouria. Merci aussi à vous pour vos questions et pour la discussion. Et pour ceux que ça intéresse, donc nous, on continue avec l'atelier féminisme décolonial, mais on va prendre peut-être un quart d'heure de battement quand même, le temps de souffler un peu. Et c'est ici, dans cette salle. Non, c'est dans cette salle. Ouais.